Bonjour à toutes et tous. Pour les collègues qui entrent, je vous propose de vous installer. On va démarrer tout de suite. Nous sommes ensemble pour 2 heures. Je suis Saïd Assef, directeur général adjoint au sein du conseil départemental, et nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 3e conférence annuelle de bilan et de perspectives sur notre feuille de route concernant l'attractivité des métiers de l'accompagnement, c'est-à-dire des 13, 14 métiers qui font le quotidien de l'accompagnement des personnes concernées dans les Landes. Sans plus tarder, je vais demander à nos élus présents de monter sur scène. Marie-Laure Lafargue, Renaud Lagrave et Paul Carrère, les 2 premiers au titre du conseil régional et le 3e au titre du conseil départemental. Donc on le fait... oui, comme à la maison. Donc on vous laisse, madame, messieurs, le mot d'ouverture. Et au-delà du mot d'ouverture, on va vous proposer aussi, puisque l'année dernière, à la même place, à peu près au même endroit, il y avait le début du lancement des travaux sur la création de l'Institut fédératif landais du travail social. Vous avez vu que c'était le fil rouge de notre après-midi. Et donc, à partir de ce fil rouge, on va présenter un certain nombre d'actions que vous avez menées, que nous avons menées ensemble. Donc, je vous propose de faire le mot d'introduction et puis après d'avoir un propos libre, articulé sur les enjeux liés à ces filières de formation en travail social et ce à quoi elles doivent mieux servir dans notre territoire. Vous avez la parole. Et vous avez à peu près 10 minutes, 10-15 minutes. À 3. Oui, c'est ça. Ça commence à négocier. Non, mais ça va, vous allez voir, je vais être... contrairement aux idées reçues, je vais être très rapide. Bonjour d'abord à tous et à tous, puisque Paul m'a dit de dire bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation, pour le côté région, pour ce qui me concerne. Ravi d'être là parce que c'est une discussion... Et moi, je voudrais surtout féliciter Paul et Marie-Laure pour leur ténacité avec tout le groupe pour la création de cet institut dans les Landes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au niveau régional, mais vous le savez déjà parce que je pense que Marie en a déjà largement parlé ces dernières années, puis surtout c'est elle qui gère ces dossiers. Moi, je viens là en visiteur éclairé. Et m'éclairer aussi, même si professionnellement je connais un tout petit peu le sujet, surtout au niveau de l'informatique, mais c'est pas forcément le débat de l'après-midi. Mais vous dire que c'est extrêmement utile qu'on puisse avoir une présence territoriale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on entend beaucoup parler au niveau régional de plein d'endroits où il y a des choses qui se passent, formidables, très très bien, notamment et parfois dans les milieux urbains et parfois dans les territoires ruraux. Et avec Marie-Laure, je ne veux pas trahir sa pensée, mais on avait toujours tendance à dire, mais attendez, vous savez, il se passe quand même des trucs dans les Landes, et ça serait bien qu'on soit reconnu à notre juste titre. C'est jamais évident, parce que on n'a échappé à personne qu'on est dans une très grande région, que d'un côté, de l'autre, c'est l'Autriche, et pour se faire comprendre, il y a des fois, il faut passer des caps. Et moi, j'ai suivi de beaucoup plus loin que Marie, bien évidemment, tous ces sujets, mais j'ai essayé, au moment où on me demandait de passer sur quelques débat politique avec notamment le président et la vice-présidente de l'époque, j'ai essayé de pousser pour les Landes. Et je pense que c'est aujourd'hui la reconnaissance de votre travail qu'il faut souligner, que je me permets de souligner, de saluer, et de dire que ça commence maintenant, finalement, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais qu'il y a évidemment beaucoup de choses encore à faire. Moi, j'ai été... ravi de voir dans un journal du matin régional qu'il y avait déjà des choses faites sur la mobilité des aides à domicile, qu'il y avait des choses qui étaient faites sur la formation dans les différents territoires. Je pense aujourd'hui que la région, dans sa compétence de la formation professionnelle, est largement à sa place, et qu'elle a bien évidemment à continuer à faire en sorte qu'il puisse y avoir une présence, encore une fois,
territoriale. J'écoutais ce matin dans une grande radio nationale publique des formations qui étaient dispensées par Pôle emploi, France Travail, pardon Madame la directrice, par France Travail dans le territoire de la Creuse. Et on nous disait dans ce reportage que c'était France Travail qui finançait la formation. Je crois pouvoir dire que, a priori, c'était la région. Mais c'est comme ça, les journalistes parfois ne regardent pas forcément dans le détail tous ces sujets. Et je veux juste vous dire que dans ces moments budgétaires un peu compliqués, voire même très compliqué, puisqu'on nous a fait une ponction lombaire, c'est un peu compliqué pour nous, et surtout ça fait mal, de 120 millions d'euros là, sur le budget de l'année dernière, et on nous promet la même l'année prochaine. Je veux juste vous dire qu'on maintient un certain nombre de politiques. Vous avez certainement vu comme moi qu'il y a des régions qui ont décidé, là pour le coup, d'annuler complètement un certain nombre de politiques, y compris dans leurs compétences obligatoire. La formation est une compétence obligatoire de la région. Et moi, je veux juste vous dire qu'on a maintenu ces budgets, même si parfois, ici ou là, on va nous dire « Ah oui, mais vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, vous avez baissé là-dessus. » Oui, on a fait des baisses, mais je crois qu'on a essayé de maintenir l'essentiel, notamment pour faire en sorte que, justement, il puisse y avoir ce type de travaux sur l'ensemble du territoire de la région, pas uniquement, comme on a tendance à nous le dire « Ah oui, mais tout se passe à Bordeaux, Poitiers, Limoges. » C'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur nos territoires, et notamment dans le département. Et moi, je voulais être là cet après-midi, surtout pour témoigner de notre accompagnement, et puis surtout remercier Marie-Laure et remercier Paul pour leur détermination à avoir lancé cette opération. Merci en tout cas à toutes et à tous. Il paraît que tu dois nous lancer. Je te souhaite du plaisir pour me lancer à moi. Hein. Bien, bah écoutez... Je fais pas le poids. Tu fais pas le poids ? Si. Bien, bah écoutez, merci Renaud pour ton introduction. Bonjour à tous. Moi, comme Renaud, comme Marie-Laure, je pense ensuite, je suis également très heureux de vous retrouver ici pour ce rendez-vous devenu annuel. Vous retrouvez toujours aussi nombreux, toujours aussi... motivé au travail pour porter ce beau dossier de l'attractivité des métiers dans le département des Landes. Effectivement, on rentre enfin, je dirais, dans une période de réalité de portage. On a beaucoup travaillé depuis 2 ans, 3 ans maintenant sur comment imaginer ces politiques. On a effectivement construit cette réflexion à partir de 2019, le plan Bien Vieillir, 2020, le Covid, l'ensemble des acteurs qui tirent la sonnette d'alarme, l'ensemble des élus qui nous disent on n'y arrive plus, on n'a plus assez de bras, on n'a plus de gens formés, ça ne marche pas, on va être en déficit. Bon, une vraie difficulté. On a croisé les services de l'ARS. Je remercie Damien Sainte-Croix qui représente l'ARS cet après-midi. On a travaillé avec, bien sûr, la région dans le cadre de sa compétence formation et avec les territoires. Je le dis, il y a des élus de territoire. J'ai vu Pierre Lafitte de Max, avec qui je passe la journée d'ailleurs. On était là ce matin pour parler gens du voyage. Cet après-midi, on se retrouve sur l'attractivité des métiers. Pierre, tu vois, on vit une vie formidable. Je parle des territoires parce que l'enjeu n'est pas neutre et le travail avec les EPCI à venir va être ultra structurant sur nos territoires. C'est, je pense, la bonne maille, comme on le dit un petit peu naturellement. Et donc, il y a eu à la fois ces rendez-vous réguliers, il y a eu à la fois les ateliers dont vous allez parler tout à l'heure les uns les autres. Il y a eu les petites, elles n'étaient pas petites d'ailleurs, les 4 rencontres territorialisées où les différents métiers se sont croisés. Il y a eu les différents ateliers avec les directeurs de SMS, moi que j'ai trouvé particulièrement intéressant, avec des échanges sur les difficultés de management quand on est tout seul ordonnateur dans un établissement, les difficultés d'appréciation de sa relation à l'élu ou au référent associatif. Bon, c'était intéressant, et sur la gestion du stress des chefs d'établissement qui n'est pas neutre non plus. Donc là, on a fait cet état des lieux, on a déployé des pistes qu'on a partagées. On s'est donné un échéancier. Et ça se traduit comment maintenant ? Ça se traduit par un partenariat fort sur l'IFTS. On en parlera avec Marie-Laure tout à l'heure, parce que ce n'est pas arrivé tout seul. Moi, je veux remercier Françoise Janson, avec qui je n'étais pas toujours d'accord, avec qui je n'ai pas été toujours gentil d'ailleurs, pour ceux qui étaient avec moi, même si je l'aime beaucoup au demeurant.
Et je souhaite beaucoup de plaisir à Philippe Noche qui lui succède. On va le rencontrer au mois de mai, Marie-Laure. Hein, tu vas l'amener dans les Landes au mois de mai. On va continuer à consolider le travail partenariat avec la région qui est indispensable dans le cadre, d'une part, de la volonté de porter ces formations de type IFTS et puis avoir l'autorisation de le faire tout simplement et le financement. Donc, remercier Françoise pour ce travail de 2 ans qui a été un peu au forceps, mais grâce à l'opiniâtreté des élus landais à la région, on a réussi un petit peu à inverser la vapeur et à avoir cet établissement. Bon, ça c'est une chose, mais la deuxième traduction, elle n'est pas neutre. C'est l'engagement financier aussi de nos territoires en matière budgétaire. Renaud l'a dit au niveau de la région, quoi qu'on ait essayé de nous expliquer, y compris dans le journal local, avec des comptes d'apothicaires qui relèvent d'une expertise comptable un peu limitée, moi je trouve, intellectuellement, on n'a pas lâché, quoi. On n'a pas lâché. Entre 2024 et 2025, l'attractivité, c'est 1,7 million. On va parler des choses très simplement. 1,7 million pour amorcer la pompe. L'opération de lancement de la mobilité avec les expérimentations des véhicules divers et variés qui vont du vélo au vélo électrique en passant par la voiture sans permis, c'est à peu près 300 000 € d'inscription sur les quelques périodes d'expérimentation, et sur l'année 2025, ça sera plutôt entre 2,5 et 4 millions d'euros en déploiement sur 26-27. Donc c'est des choses très importantes, l'accompagnement des métiers à domicile pour les aider à faire en sorte que le coût horaire soit majoré de plusieurs euros. C'est 3,5 millions d'euros qui vont être inscrits entre la version CIS et la DMR qu'on a rencontrée la semaine dernière, la nouvelle présidente et sa directrice, pour les assurer de notre soutien par rapport au travail qu'ils portent sur le territoire. Tout un cadre d'opérations qui vont consolider ces politiques d'attractivité et qui vont faire en sorte qu'on ne sera pas, à l'horizon 2030 ou 2050, en vrai déficit de prise en charge. 2030, 36% de la population landaise a plus de 60 ans. 2050, doublement de la population de plus de 75 ans dans les Landes. Donc on a des enjeux de pyramide des âges, on le sait, mais il faut vraiment s'engager dans cette démarche. Une autre démarche, moi je trouve très intéressante, qui découle de ces discussions, de ces échanges que nous avons portés avec vous, c'est la volonté de travailler dans le cadre de l'apprentissage. On avait amorcé l'an dernier, un petit peu en fin d'année, cette opération. On avait eu un petit frémissement, comme on dit, 4 contrats d'apprentissage. Il y en a déjà 30 qui sont inscrits cette année dans les ESMS landais. Là aussi, il y a un accompagnement du département en matière budgétaire qui va faire qu'il ne faut pas hésiter quand des jeunes, ou d'ailleurs des moins jeunes, sur des reconversions professionnelles, veulent s'engager dans un schéma d'apprentissage, il faut y aller, quoi. Parce que c'est une façon d'insérer des jeunes qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller faire des études et d'aller s'engager loin de leur territoire, mais qui peuvent d'ores et déjà s'engager dans une formation de proximité et malgré tout une formation validante et de qualité, et après de fidéliser aussi des agents et des équipes dans nos établissements landais. Donc moi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire et qu'à partir de là, il faut construire. Alors, on est sur l'IFTS, et j'en terminerai par là, dans un vrai schéma de construction et de collaboration. Déjà, il est important, je pense, de répéter ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, hein, Marie-Laure, c'est de rassurer ceux qui font déjà de la formation sur ce territoire, qui en font à différents endroits, différents niveaux, dans des schémas d'organisation différents. Je me souviens des premières discussions, on nous disait, attention, il y a ces équilibres-là, cette association fait ça, cet organisme fait ça. L'idée, c'est de pérenniser dans un premier temps ce qui se fait, mais c'est surtout de le coordonner territorialement et de faire en sorte que ce qui se fait dans un schéma cohérent et constant, il faut vraiment l'accompagner, et après, il faut être innovant. Alors, dans un premier temps, l'IFTS, on va en parler, hein, va se dérouler à partir de septembre 2025 dans une organisation cadrée, et puis on va monter en charge 26, 27, parce qu'il faut qu'on arrive, je dirais, à faire sortir des murs un petit peu de terre et coordonner quelque chose pour qu'avec l'hôpital, avec l'université, avec les territoires, avec les assos, avec l'ensemble d'entre toutes les personnes qui sont représentées ici, on arrive à avoir un espace d'innovation et de formation qui nous permettra d'enchaîner des nouveaux préceptes et principes de formation. Ce qui existe, il faut le maintenir. Il faut avoir des formations délocalisées. On en a vu tout l'intérêt dans la mesure où on se rend compte que dans la période difficile économique qu'on traverse, il y a des gens qui n'ont pas la capacité, surtout sur des reconversions professionnelles, de quitter la maison, de quitter le foyer, de quitter les enfants, de se faire aider, de se faire accompagner. On a besoin d'avoir des séquences de formation délocalisées qui répondent à des attentes de certains territoires. C'est un peu du cousu humain. Et il faut qu'on soit souple
sur ces formations. On voit que ça marche sur l'aide-soignant, on voit que ça peut marcher sur d'autres métiers. Il faut absolument le faire. Et puis une dernière chose qui m'intéressait, c'était de revenir un peu sur le rapport parlementaire d'Isabelle Santiago. Ça intéresse principalement ceux qui travaillent sur le volet protection de l'enfance. Moi, c'est rassurant de voir le contenu de ces propositions, parce que si vous le regardez, alors il est un peu long, mais il est malgré tout très intéressant. Eh bien, il fait simplement, avec un panel de personnes représentées qui ont donné leur avis, qui ont enrichi ce texte, eh bien, on retrouve ça ou là beaucoup de choses que nous, à notre petit niveau, humblement, on a essayé de travailler en matière de formation, de qualité, d'attractivité, de qualité de travail et de difficulté aussi par rapport à ce qui peut nous manquer dans l'organisation à notre niveau. Donc moi, je suis rassuré de voir qu'on commence à voir sur ce volet protection de l'enfance qui est vraiment, moi je le dis sincèrement, hein, il y a l'État, mais on en a déjà parlé librement entre nous, on a vraiment besoin de progresser parce qu'on n'est pas bon, on ne fait pas ce qu'il faut. Il y a des fois un transfert d'activité entre le médico-social et le sanitaire, il faut vraiment le travailler. Il faut qu'institutionnellement, on en a parlé à Catherine Vautrin il y a 15 jours quand on l'a rencontré avec le président Fortinon, il faut effectivement qu'on renforce l'accompagnement en pédopsychiatrie sur des métiers spécifiques parce que les structures médico-sociales vont exploser dans le cadre d'une prise en charge qui n'est plus adaptée et en corrélation avec la capacité des gens formés. Et donc, moi, je pense que notre volonté de consolider nos formations, d'innover nos modèles de formation, va complètement dans le sens de l'histoire, décliner sur ce rapport, mais décliner globalement dans ce qu'on peut attendre aussi d'une future loi dépendance au niveau national. Donc, moi, je ne veux que vous encourager à continuer, à faire en sorte que l'on puisse traduire nos attentes et nos volontés dans l'organisation que l'on souhaite pour les 15-20 prochaines années. Et je voulais vous remercier toutes et tous pour votre engagement, quel que soit le niveau d'engagement. Moi, j'ai le souvenir sur ces réunions territoriales d'avoir vu des ASH parler avec des directeurs, parler avec des formateurs, parler avec des élus. C'est ça aussi la richesse, c'est d'être capable d'aller prendre à tous les niveaux des métiers, à tous les niveaux des engagements, la réalité des attendus et des difficultés des différents métiers qui se rencontrent. Et puis, je voulais remercier la région, j'en terminerai par là, parce que sans cette décision politique très forte en matière d'organisation de formation, eh l'Institut de formation fédératif landais du travail social, je l'ai fait dans le désordre. Eh bien, il va voir le jour et moi, je voulais remercier beaucoup Marie-Laure pour son engagement. Merci beaucoup et bon après-midi. C'est à moi, c'est ça, Saïd? Ce qui est bien, c'est une fois qu'on est passé après Paul et Renaud, on peut rouler tranquille. Non mais écoutez, merci à nouveau, parce que moi je suis ravie de revenir ici chaque année, parce qu'il y a un thème dans cette journée qui me plaît chaque année, c'est le sujet, et c'est le défi en fait. C'est l'attractivité. L'attractivité des métiers et in fine, finalement, améliorer la prise en charge, tu as parlé du grand âge, de la protection de l'enfance, on pourrait parler de l'autonomie, du handicap. Et Dieu sait que dans ce département, peut-être plus qu'ailleurs, il y a quelques représentants des services de la région ici, effectivement, Renaud l'a dit, on est attaché à ce élu ou citoyen, à ce modèle-là. Pourquoi la région y va? Elle y va parce qu'aussi on est landais. Et tu l'as dit, l'Institut, c'est l'Institut landais. C'est pas un institut comme les autres. Ce qui est important, c'est cette notion d'institut fédératif. C'est cette démarche partenariale. Et tu as dit beaucoup de choses à ce sujet, Renaud. On a beau être landais avec Renaud, la région n'y serait pas allée si on n'avait pas défendu cette spécificité. Parce qu'on n'y va pas avec la région comme on va sur les autres instituts de formation. On y va dans une démarche collaborative. Il existe tellement de choses dans ce département. Vous êtes employeur, il y a des instituts de formation qui sont là, il y a de France Travail qui est là. Le sujet n'est pas de déconstruire, mais de co-construire et d'améliorer et d'innover. Et ce qui nous a séduit, c'est cette dimension fédérative. Donc tu l'as dit, Paul, hein, le sujet pour nous, ce n'est pas de recréer un institut comme il en existe d'autres, c'est d'en inventer un nouveau, qui prend en compte ce qui existe et qui va chercher à l'améliorer dans le temps. Je passe la contrainte budgétaire dont Renaud a malheureusement parlé, je le dis quand même, et je le redis, parce que je crois que ça vaut le coup d'insister. Le Ségur de la santé, tout ça, hein, vous en attendiez tous beaucoup de choses. On s'est battu cette année pour maintenir, je vois Laurence et les services là-bas, et vous leur devez beaucoup, Laurence Dutré et toute son équipe, parce que ça a été une vraie bagarre avec Région de France pour réussir à tirer le vrai du chou de l'avenir de ce Ségur et pour, dans la région, maintenir nos engagements. Dès 2025, on va arrimer côté offre sur un sujet
parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, c'est sur le sujet des AES. Ça, c'est un vrai sujet d'offre qui est nouveau, on peut le dire, qui dépasse le côté fédératif, puisque 2 fois 10 places, je parle tout sous le contrôle de mes petits camarades là-bas, à Parentis et à Mugron, viennent là, de manière très récente, d'être validés dès cette année 2025 pour amorcer aussi un complément d'offres sur ce qui existait déjà. Il y aura, tu l'as dit, Paul, des étapes à suivre. Ça, c'est la première marche. J'insiste vraiment sur cette innovation-là, parce que c'est loin d'être simple dans ce contexte-là. Et cette dimension fédérative sera la condition, et le fait que tout le monde travaille bien ensemble, y compris avec les formations sanitaires. Hein. D'ailleurs, tu as parlé des aides-soignants. C'est difficile aujourd'hui de remplir ces places d'aides-soignants. C'est un vrai travail partagé qu'il faut mener ensemble, parce qu'on a cet enjeu in fine de l'attractivité et de l'amélioration de l'offre à notre population. Donc voilà nos points de convergence. On était là l'année dernière en se parlant d'un espoir. On en est aujourd'hui dans quelque chose où on avance. On est landais, c'est une terre de possible, c'est ça qu'on dit du côté du département. On le fait autrement. Voilà, il y aura du boulot. Le travail va continuer ces prochaines semaines, mais gardons à l'esprit cette démarche partenariale. Vous le savez, moi, sur d'autres terrains, je suis très attaché au travail d'équipe. Et pour gagner des playoffs, il faut travailler régulièrement ensemble. Merci beaucoup. On va vous proposer de quitter la scène et de vous mettre là où vous souhaitez. Et alors, du coup, ça a été dit, et sans tarder, on va engager maintenant la présentation du plan d'action de l'IFLTS, Institut Fédératif Landais de Travail Social, puisque comme l'ont rappelé les élus, les représentants de nos 2 institutions, donc département et conseil régional, eh bien, l'année dernière, à la même époque, il y avait eu un pari lancé, un défi, qui était de co-construire avec l'ensemble des partenaires landais ce projet fédératif, c'est-à-dire de dire quelles sont les actions que les partenaires sont prêts à mettre en œuvre pour valoriser ce qui fonctionne et améliorer l'ensemble des dimensions qui s'avèrent nécessaires. Donc on va avoir cette présentation par 2 collègues. Stéphane Vincent, vous pouvez monter. Stéphane Vincent au titre de l'IFD qui a été chargé et financé par le département pour assurer la coordination du travail de co-construction du projet fédératif. Et puis on accueille également Pierre Bonnet-Elissal, directeur de la MFR Land-Chalos, merci d'être là, et qui est l'un des représentants qui ont participé aux 3 séminaires de co-construction du projet fédératif. Messieurs, alors, ce séminaire, qu'est-ce que ça a donné? Quelles sont les actions prioritaires que l'ensemble des partenaires ont définies? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Pardon, merci Saïd. Un petit mot peut-être avant, et ça a été rappelé par nos élus, l'ambition première lors des travaux de ces séminaires, c'était bien la notion du fédératif, du travailler ensemble, du collaboratif, d'améliorer et de faire aussi un focus sur ce qui existe déjà sur notre territoire landais. Si je peux me permettre d'y rajouter un mot, c'est aussi peut-être une légère notion de protectionnisme, de s'assurer que ce que nous avons, nous mettrons tout en œuvre pour le protéger. Et en effet, une réponse à notre territoire rural, à une répartition de notre territoire rural pour une meilleure accessibilité de la formation à destination du qualitatif des métiers du travail social. Notre ambition à tous les 2, c'est de vous présenter le fruit de ce travail collectif, donc qui a démarré en septembre et qui a fini le 15 mars par des choses très concrètes. Donc on va essayer d'être clair et concret. Donc il y a 6 objectifs qui ont été identifiés par ce travail collaboratif. Et donc je les énumère, mais on va surtout regarder pour chacun d'entre eux. Non, je ne les énumère pas du coup. On va regarder pour chacun d'entre eux les actions concrètes qui ont été décidées par ce collectif composé d'employeurs, d'instituts de formation, d'associations de familles et d'usagers, les institutions ici présentes. Enfin bref, une partie de la salle était là aussi. Donc sur le
Sur l'objectif, le premier objectif qui était de rendre cohérente l'offre de formation sur le territoire, eh bien, la première action très concrète qui va être engagée à partir de septembre, c'est d'avoir une équipe dédiée et des partenaires impliqués pour rendre cohérente cette offre de formation sur le territoire. Les élus l'ont dit précédemment, il y a beaucoup d'acteurs, mais il n'y a pas forcément toujours la coordination qui mériterait de couvrir l'ensemble du territoire de manière adéquate. Et donc ça, c'est pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Oui, dans la problématique identifiée face à ça, on la connaît puisque c'est celle qui nous réunit, c'était le manque d'un institut de formation du travail social, un manque un peu historique si on doit le qualifier. Et en effet, se pose la question très rapidement aussi de la répartition des formations à travers les différents organismes de formation existants. Une répartition, quand je parlais de protectionnisme tout à l'heure, c'est aussi savoir nous protéger entre nous pour continuer d'apporter une offre de formation qualitative et surtout répondant bien sûr aux besoins des professionnels du territoire. Deuxième point qui était ressorti, c'était cette fragilité d'attractivité des métiers du travail social et donc donner à travers l'Institut fédératif une visibilité de ces métiers, une visibilité des besoins des entreprises et donc des besoins des usagers du territoire 40. Et donc concrètement, sur cette action, tu peux donner un indicateur de réussite ? L'idée, c'est d'être, comme tu le disais, c'est d'être extrêmement pragmatique et de se dire on comptera nos petits à la rentrée. C'est bien de compter finalement le nombre d'inscrits sur les formations, sur notre territoire, pour que ce soit très factuel. Donc on est parti, et je m'excuse par avance auprès des collègues qui ont travaillé sur ces séminaires, je vais sûrement oublier des choses, je préfère prévenir tout de suite. Mais encore une fois, on a essayé d'être extrêmement pragmatique, on a des ambitions, des souhaits, et on a fait en sorte à travers les actions que ces souhaits ne se transforment pas en vœux pieux non plus. Donc l'idée, c'est de la formation, oui, on compte les effectifs à la rentrée et on voit si ça fonctionne. Et puis une équipe dédiée, ça supposera dès la rentrée des embauches de compétences. On a un deuxième objectif qui était développer un observatoire des attentes et des besoins territoriaux. Il y a des chiffres, il y a beaucoup de chiffres partout, et en même temps, on n'a pas toujours les chiffres qui parlent du territoire des Landes. Donc les deux actions concrètes pour lancer cet observatoire, c'est d'une part de recenser toutes les données qui existent dans les différents systèmes qui peuvent être ceux de l'ARS, ceux du conseil départemental, ceux de la région aussi. Il y a un observatoire régional qui donne des données tout à fait probantes. Déjà recenser toutes ces données pour éviter d'aller redemander aux gens des choses qu'ils ont déjà données. Recensement dira aussi les données qui manquent, et là on pourra cibler des données beaucoup plus ciblées. La deuxième action, c'est de ne pas se contenter de faire un observatoire qui traite que des données, et on veut se donner les moyens aussi de recenser les bonnes pratiques. Donc l'observatoire se donne pour mission de démarrer assez rapidement au travers des communautés AMA qui existent par exemple, d'outils pour juste essayer de remonter les bonnes idées que chacun peut avoir sur des territoires pour observer aussi de manière qualitative et pas que quantitative les choses bien qui existent sur le territoire pour pouvoir sans doute les partager. Oui, là aussi, les notions retenues, c'était bien identification, mutualisation, valorisation. On regarde ce qui se fait, mais on le répertorie. L'intention, dans la concrétisation de ces actions, c'est de voir apparaître une plateforme de mutualisation portée par l'IFLTS pour recenser l'ensemble des actions extrêmement positives qui sont déjà mises en œuvre sur le territoire et collaborer pour les mettre à disposition de ce même collectif pour amener et tendre vers de la réussite. Il y a une notion aussi importante de sensibilisation à travers l'attractivité des métiers, c'est de aussi s'assurer dans une démarche pédagogique et éducative d'une sensibilisation du public lycéen à l'existence de ces formations professionnelles et donc de fait intimement liées à l'existence des métiers en lien avec les besoins de notre territoire landais. On a découvert que pour parler à des lycéens, ça ne s'improvisait pas, il fallait peut-être trouver d'autres codes. C'est un métier, il paraît, oui.
Je confirme. Oui, il faut se mettre là aussi en adéquation avec le public qu'on souhaite solliciter et pour lequel on souhaite être compris et entendu. Donc en effet, à nous de nous mettre en mouvement pour respecter les codes de notre jeunesse, tout en mettant tous les garde-fous nécessaires pour rester dans l'éthique des métiers qui nous concernent. On va faire un compte TikTok. Je te laisse commencer, je te suis. Un autre axe qui avait été identifié lors de ces travaux collaboratifs, c'était promouvoir une démarche de recherche. Alors les deux actions concrètes qui vont être mises en œuvre à partir de septembre, c'est d'une part consolider les partenariats qui existent déjà, puisqu'il y a des partenariats avec l'UPPA, ici présent et représenté. Donc il y a déjà des partenariats qui existent, donc l'idée c'est de les consolider, de les élargir. Ça, c'est la première action. Et la deuxième action, ça va être d'orienter des projets de recherche, de solliciter des projets de recherche et de les orienter vers une recherche appliquée qui servira aussi en retour aux professionnels de terrain. Voilà, la recherche fondamentale, c'est bien, c'est important. Par contre, le collectif a dit, là, ça serait bien que pour commencer, on ait des programmes de recherche appliqués où il y ait un retour probant assez rapide qui revienne vers les territoires. Oui, c'est ça. Dès le début, dès la naissance de l'Institut, on souhaite intégrer une démarche de recherche. On souhaite accompagner les professionnels de notre territoire vers le temps qu'on prend suffisamment ou pas à se poser des questions et à trouver des réponses. Au-delà de ça, c'est une volonté aussi que le territoire landais ne soit pas consommateur des données, mais bien générateur de données et puisse participer activement aux données nationales. Ça aussi, de manière très factuelle, et là je regarde madame et monsieur les élus de la région, c'est venir déverrouiller très rapidement cette notion partenariale, bien sûr, avec nos voisins du 64 et avec ce travail collaboratif qu'il pourrait y avoir avec nos universités en disant que le Conseil régional est extrêmement favorable à tout cela, bien sûr, et sera favorisant dans cette démarche, ce qui nous permet de lever des freins rapidement. Donc voilà, il n'y a plus qu'à signer la convention et vous étendu, c'est parfait. La démarche, c'est celle-là, et c'est des choses là aussi très factuelles pour démarrer par l'appui politique de nos institutions. Et puis, c'est aussi de cadrer, c'est aussi de s'assurer qu'on reste bien dans la démarche de recherche initiale à travers l'élaboration d'une charte sous l'autorité de l'Institut pour s'assurer que notre démarche de recherche, eh bien, elle est bien au service des professionnels et donc dans la finalité des usagers, bien entendu. Il y a un mot que je n'ai pas dit mais qui est inscrit, c'est aussi de décloisonner, de faire en sorte qu'on ne travaille pas le sanitaire dans son coin, le social dans son coin, le médico-social, mais aussi d'avoir des axes de recherche qui soient peut-être intersectoriels ou en tout cas qui prennent en compte l'ensemble de nos secteurs qui cohabitent et qui ont des spécificités mais aussi beaucoup de choses à partager. Donc on rejoint le côté fédératif. Un axe autour de la mutualisation des réflexions et des ressources. On a parlé de budget contraint, on a parlé de fédératif. Il y a aussi plein de choses qu'on peut partager avant d'aller solliciter de nouvelles choses. Partager les idées. Innover, des fois, c'est se rendre compte que le voisin fait un truc innovant, mais tout seul dans son coin. Et innover, des fois, c'est commencer par essaimer les bonnes idées. Donc l'idée, c'est voilà, de décloisonner les établissements. Et les deux actions qui ont été fléchées par le collectif, c'est d'une part créer un social club, un médico-social club, voilà, un endroit où finalement, comme les communautés AMA le préfigurent, un endroit où on se rencontre, où on bosse, mais aussi on fait du réseau, on partage des bonnes pratiques. Alors les thèmes peuvent amener des discussions, mais c'est surtout des endroits où on se rencontre et on fait du réseau, on se donne des tuyaux, on se passe des CV, bref. Pour rompre un peu l'isolement qui est un peu inhérent à certains collègues sur certaines parties du territoire où ils sont loin les uns des autres.
Et la deuxième des actions, tu l'as évoqué tout à l'heure, on a beaucoup parlé de créer une plateforme numérique. Alors, créer, c'est pas le bon mot, parce que l'idée, c'est pas de faire une couche en plus, d'inventer un truc qui n'existe pas, mais au moins d'avoir cet endroit, ce hub où finalement, quand je vais chercher, quand j'ai besoin d'une information, je vais à cet endroit-là et ça me renvoie sur les endroits où il y a la formation. Donc ça marcherait, et on en parlera un petit peu après pour les apprenants, mais aussi pour les employeurs, pour les centres de formation. L'idée, c'est d'avoir un endroit partagé où on peut déposer des infos, venir chercher des infos et être redirigé. Donc ça, c'est des choses qui sont très concrètes, et apparemment, quand on écoute les participants, c'est pas si compliqué à faire parce que certains ont déjà des morceaux du puzzle. Donc il faut juste mettre tous les morceaux sur la table, il faut mettre tous les morceaux sur la table et puis les assembler. Oui, tu l'as précisé là encore dans les problématiques identifiées et récurrentes, hein, c'était à travers l'Institut fédératif de nous assurer dans une ambition qu'il n'y ait pas d'isolement des professionnels, qu'il n'y ait pas d'isolement des publics qui seront en formation, mais bien qu'on soit, encore une fois, dans cette notion de collaboratif, mais aussi d'appartenance sur un territoire, et que l'Institut soit aussi le lieu de ressourcerie professionnelle et qu'on puisse venir vraiment piocher. Dans l'ambition antérieure de cette démarche de recherche, c'était aussi dans les différents travaux, des notions qui étaient ressorties, c'est que des lieux de ressources, il en existe déjà. Il en existe sur notre territoire, il en existe dans nos universités voisines, bien sûr. Et on se souhaite que ces lieux de ressources soient mutualisés, partagés, au service de tous. Voilà. Là aussi, il y a des volontés, des ambitions politiques dont on ne doute pas, évidemment. Et c'est une réaffirmation de ces ambitions au partage et à la mise en commun qui fait partie des indispensables. On a parlé d'éthique et on parle inévitablement d'éthique quand on parle de ces métiers-là. Il y a une volonté aussi de l'Institut à répandre, si je peux me permettre de l'exprimer ainsi, une démarche de responsabilité sociétale des organisations, une démarche commune qui nous engage et qui nous amène à conserver une démarche éthique, tant dans le respect bien sûr de nos usagers en priorité, mais dès le démarrage, c'est-à-dire dès la promotion qu'on pourrait faire de ces formations auprès de nos lycéens, entre autres, et tout au long des cursus de formation sur notre territoire. L'idée qui était là, c'était que les gens qui s'engagent en formation soient avisés. Ils ne viennent pas juste parce qu'on leur a parlé de cette formation sans leur donner les tenants et les aboutissants du métier. Donc on avait parlé d'une information pour les futurs stagiaires, mais après de l'accueil des stagiaires et de l'accueil des nouveaux salariés autour de mutualiser par exemple des protocoles d'accueil pour que tout le monde soit accueilli correctement. Oui, une vraie vigilance là-dessus. Hein. On en a beaucoup parlé lors des 3 séminaires. C'est dès le premier pas, encore une fois, dès l'accueil des stagiaires, dès l'accompagnement des maîtres de stage et des maîtres d'apprentissage, qu'on ait des chartes qualitatives, des chartes d'engagement. Et encore une fois, l'Institut est là à la fois comme lieu ressource, mais aussi comme pilote et peut-être, le mot n'est pas adapté, encore une fois, je vous prie de m'en excuser, mais un peu le garant, sinon le gendarme à certains moments des positionnements ou peut-être des écarts du chemin. La mise en commun, on l'a dit, on en a beaucoup parlé, hein, cette notion de partager, c'est aussi de s'assurer de l'identification de l'ensemble des lieux de stage et d'apprentissage existants sur notre territoire, volontaristes pour d'autres, mais qui n'ont pas encore sauté le pas de dire on va accueillir des stagiaires et des apprentis dans le cadre de ces formations-là, et avec l'Institut comme élément de facilitation, une fois de plus, sur tout un département. Normalement, c'est l'avant-dernier objectif. Ça fait déjà beaucoup, Saïd, d'objectifs. La formation des professionnels du secteur ancrés sur les territoires. On parle d'innover sur les contenus de formation, sur le fond, sur la forme, de les rendre attractives et proches des attentes du territoire. Alors, quand on a parlé d'innover tout à l'heure, à chaque fois, moi, je pensais aussi à toutes les idées qu'on avait. En fait, les innovations, elles existent déjà, mais elles sont souvent méconnues. Donc déjà, c'est
partager toutes ces bonnes pratiques, toutes les bonnes idées que les différents centres de formation ont, peut-être de se les montrer les uns les autres plutôt que de se les cacher pour que chacun puisse même mutualiser certains matériels. Voilà, avec Sandrine Lassoureille, on a visité la semaine dernière un lycée qui a un plateau technique où j'avais jamais vu ça ailleurs, et je me dis ça mériterait d'être montré à tout le monde. Donc l'innovation, c'est d'abord le partage et l'essaimage, et puis après on verra dans le futur comment on innove. Et puis aussi par rapport aux intervenants, peut-être qu'en mutualisant aussi les intervenants, il y a certains qui sont dans la salle aujourd'hui, qui sont des gens parfois précaires, parce qu'ils sont intervenants ponctuels. Et peut-être qu'en leur proposant de dérouler leurs interventions sur plusieurs centres de formation, sur des thématiques proches, on peut aussi leur permettre de consolider leur manière de faire, de prendre le temps aussi de se former les uns les autres. Voilà, un peu l'idée de génie. L'idée de génie. En relation avec ça, dans les gains attendus, c'est aussi l'ambition d'une meilleure cooptation, d'un meilleur accueil des futurs professionnels, des futurs formateurs, des futurs stagiaires ou apprentis, mais de s'assurer qu'on rentre aussi dans une démarche de cooptation, dans une démarche de tutorat, en tout cas une véritable volonté d'accompagnement pour éviter l'isolement, quel qu'il soit professionnel ou en tant qu'étudiant. Avec des mesures, encore une fois, très factuelles dans les observations qu'on peut faire, c'est les taux de rupture actuels en cours de formation. Et l'idée, c'est bien de travailler sur une amélioration de ces taux de rupture. Là aussi, c'est de se dire, former, bien sûr, parce qu'il y a des besoins, mais c'est mettre en place une véritable vigilance sur les taux d'insertion post-formation, sur est-ce que nos formations continuent d'être en plein besoin de notre territoire, et est-ce que l'Institut fédératif de travail social dans les Landes, même si bien sûr on est prêt à partager, mais l'idée c'est aussi de venir combler une carence de notre territoire et de nous assurer que nos professionnels territoriaux puissent continuer de trouver les futures collaboratrices et collaborateurs formés sur notre territoire. Donc là aussi c'est vraiment un accompagnement, vous l'avez compris, en amont, pendant, mais également en aval du processus de formation porté par l'Institut, pour nous assurer que l'ensemble des personnes qu'on s'engage à accompagner puissent évoluer sur notre territoire landais en professionnalisme comme en sérénité. Et puis un point autour des apprenants, des étudiants, répondre de façon individualisée aux besoins singuliers des étudiants. On a parlé de gens en reconversion, on a parlé de jeunes générations auxquelles on ne parle pas comme on parlait aux autres. Il y a des parcours aujourd'hui qui sont compliqués, des parcours inachevés, des parcours jamais entrepris aussi. Donc l'idée de l'IFLTS, ça sera de pouvoir répondre de manière individualisée à chacun. Et les premières actions qui ont été identifiées, c'est de commencer par lever les freins. Lever les freins à la formation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure autour de la mobilité. La mobilité en est un. Quand on se forme au métier d'AES, des fois on n'a pas le véhicule qui va bien pour faire 70 km pour aller se former à ce métier. Donc comment on lève ces freins-là ? Quand je dois aller faire un stage, il y a un super établissement qui m'accueille en stage, mais je ne peux pas me loger à la proximité de cet établissement, comment je fais ? Donc des freins aussi simples à dire, que le logement et le déplacement, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on prenne en compte. Il y a peut-être aussi des freins autour de la garde d'enfants dans certains cas. Donc la première action qui a été pointée par le collectif, ça a été de dire, avant de vouloir prétendre faire des formations formidables, commencer par rendre possible que les gens se rendent en formation. Je trouve que c'est une idée aussi assez chouette. Les freins de la formation, on les connaît. En effet, mobilité, logement et restauration aussi. Là aussi, on s'est posé des questions, on s'est trouvé des réponses très naturelles. Qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes Landais quand ils se forment sur le territoire landais ? Bien sûr personne n'acceptera qu'un étudiant landais ne puisse pas se déplacer vers son lieu de formation, ne puisse pas se loger dignement et ne puisse pas se nourrir dignement. Personne ne serait d'accord avec ça. Donc cette réponse-là, on s'est trouvé.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la conseillère régionale, un institut de formation, il y en a des dizaines d'autres ailleurs. Qu'est-ce qu'on fera de différent ? IF pour institut fédératif, mais facilitateur. Je crois que plus que jamais, cette instance, si on doit lui la nommer, elle doit répondre et balayer tous les ça va de soi, tout ce qui nous semble d'une évidence déconcertante pour nous, adultes, professionnels, quel que soit notre métier, ne le sera pas parfois pour nos jeunes. Et ces réponses, elles ne doivent pas être automatiques, parce que derrière facilitateur, il y a une volonté profonde de permettre aux jeunes de conserver leur autonomie, bien sûr, mais c'est de se dire, arrêtons de faire des usines à gaz là où il y en a peut-être déjà, et venons balayer et pour apporter des champs d'évidence à l'ensemble de nos apprenants du territoire landais. Si cet institut, dans nos ambitions, dans nos souhaits, si cet institut fédératif permet à un jeune qui a l'ambition de se former, de bénéficier d'un accompagnement de proximité individualisé pour lever ses freins par évidence avant son entrée dans le parcours, je pense que ça sera déjà un élément de gain dans l'image qu'on souhaitera de notre institut fédératif. Dans l'évaluation de ces actions, elles ont été là aussi très concrètes. On s'est dit, OK, ce que je suis en train de dire, je pense que personne ne peut s'y opposer, mais on comptera là aussi combien de parcours on a accompagnés et combien factuellement, concrètement, entre les engagements qu'on souhaitait, pour pas que ça se transforme en vœu pieux, est-ce que ça a bien fonctionné pour ces jeunes? Et combien de jeunes on a laissé sur le carreau? Parce que ça aussi, il faudra qu'on soit en capacité de se le dire pour continuer à tendre vers des axes d'amélioration. Et en effet, comme tu le disais, ce chiffrage qu'on a évoqué sur d'autres actions, on est peut-être encore un petit peu en carence. On se focalise souvent sur les réussites, et tant mieux qu'on le fasse, bien sûr, mais il faut aussi qu'on prenne du temps à réfléchir à qui on va vraiment devoir apporter des éléments de réponse pour laisser personne sur le bord de la route. Merci à tous les deux, vous ne bougez pas. Enfin, vous pouvez vous rasseoir. Merci pour cette présentation, le résultat des travaux menés par l'ensemble des collègues et des partenaires présents. Je vous remercie. Stéphane, je crois que je te garde. Merci beaucoup, merci à vous. Et alors, du coup, comme on se l'est dit, au-delà de la présentation de ce premier plan d'action de l'Institut fédératif, eh bien, la feuille de route se déploie aussi sur l'ensemble de ces autres axes. Vous avez d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, vous avez le petit livret qui présente ce que nous avons fait ensemble cette année. En tout cas, un certain nombre de choses que nous avons fait ensemble, sachant qu'il y a plein d'autres choses qui se font que vous ne retrouvez pas dans ce livret. Et donc, du coup, il a été dit à plusieurs reprises, la proximité, jouer local, jouer collectif. Et donc, dans la feuille de route, ça prend la forme des communautés AMA. AMA pour attractivité des métiers de l'accompagnement. Dans l'une des actions de l'IFLTS, il y avait l'enjeu d'avoir des clubs sociaux et médico-sociaux de territoire. Eh bien, les communautés AMA en sont un exemple ou la préfiguration. Donc, Stéphane Vincent, tu es déjà là. Je vais demander à Sandrine Lassoreille de nous rejoindre. Non, tu ne veux pas venir, Sandrine? D'accord. Ainsi que Brice Trantrong de l'association L'Escale et Christelle Rabé, directrice du CIAS Land d'Armagnac. Merci d'avoir accepté de venir témoigner de ce qui se passe dans les communautés AMA qui, dans l'ambition de la feuille de route, ont à minima deux fonctions. La fonction, c'est de maintenir l'engagement d'être au local, suite aux rencontres territoriales qui ont eu lieu il y a 2 ans. Donc c'est un lieu, c'est votre lieu, le lieu de discussion et aussi où la feuille de route départementale branche ses tuyaux sur un certain nombre d'actions, l'apprentissage, la QVCT, etc. Donc c'est vraiment des lieux importants. Et puis c'est aussi un lieu de tuyaux inverses où des projets émergent, des projets liés à ces communautés qui peuvent ou qui sont soutenus par un ou plusieurs partenaires institutionnels de la feuille de route. Donc c'est de ça dont on va entendre parler. Sandrine, je te laisse manœuvrer. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc les communautés AMA qui sont aujourd'hui donc des lieux d'échange, de collaboration sur les territoires. Donc nous en avons 9 aujourd'hui que j'ai le plaisir d'animer et d'accompagner.
Donc on se voit à peu près tous les 3-4 mois, on va dire, dans le rythme aujourd'hui. Et puis chaque communauté est totalement libre et autonome, puisqu'elle est composée de femmes et d'hommes qui vont souhaiter, de manière tout à fait volontaire, échanger et travailler ensemble. Et dans ce contexte-là, on a 9 territoires qui vivent assez différemment les uns des autres, avec des échanges qui sont aussi assez différents, même si les trames d'échanges et de discussions sont communes. Et puis surtout, chaque territoire, en fait, au fur et à mesure des collaborations et des échanges, a pu décider, et c'était un peu l'objectif de cette année, décider de construire des projets sur ces territoires-là. Et donc, c'est un petit peu le principe de cette présentation-là, c'était de pouvoir vous faire écho de 2 projets aujourd'hui qui se lancent. Le premier sur la communauté qui va regrouper le pays de Villeneuve, de Grenade et d'Aire-sur-Adour. Donc là aussi, on vous a parly avant de PCI, donc de communautés de communes en fait. Et donc là, on assemble 3 territoires et donc l'ensemble des établissements qui y sont attachés. Et puis sur la communauté AMA des Landes d'Armagnac et de Cœur-Haute-Lande, on a aussi effectivement un projet qui va se lancer. Donc je vais laisser mes collègues intervenir et vous présenter ces 2 projets. Honneur peut-être à Christelle. Vous m'entendez? Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Alors effectivement, comme disait Sandrine, lors des réunions qui regroupent les communautés AMA, donc sur la Haute-Lande, on a Cœur-Haute-Lande avec M. Déris et Landes d'Armagnac. Lors de ces réunions animées par Sandrine, en fait, de nombreuses réflexions ont été menées et une réelle dynamique s'est enclenchée. Lors de ces réflexions, l'une d'entre elles a été de se poser la question comment en fait nos structures peuvent s'adapter aux besoins des populations d'ici à 2030. Donc par le prisme de la qualité des services rendus aux usagers, dans un contexte d'augmentation significative du besoin de la prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Vous allez me dire que ça fait beaucoup tout ça, mais finalement c'est notre quotidien et ce sera notre futur à nous demain. Donc cette interrogation en fait a été l'émergence de plusieurs constats. Comme dans toutes les structures, en fait, on constate que de plus en plus de professionnels, de candidats au métier d'aide à domicile sont recrutés alors qu'ils viennent finalement d'une 2e, voire d'une 3e vie professionnelle. Donc ce sont des personnes qui savent ce qu'elles souhaitent, qui savent ce qu'elles ne souhaitent plus et qui intègrent nos structures avec leurs valeurs et qu'elles apprécient ce métier. Pour autant, elles ne sont pas formées et on a besoin, nous, en interne, de les former au métier d'aide à domicile. Donc avec Sandrine et Christophe, on a identifié en fait un nouveau mode, un dispositif de formation, un nouveau mode de formation qui s'appelle l'AFEST, c'est les actions de formation en situation de travail. C'est différent des standards qui sont connus aujourd'hui et qui a de nombreux avantages. Tout d'abord, c'est un dispositif qui est agile et qui permet à chaque structure en fait, de se l'approprier, d'adapter en fait, le dispositif en fonction des agents qu'elle a dans sa structure, et qui permet finalement aux agents qui sont formés d'être formés par des pairs. C'est-à-dire que l'on va identifier dans nos structures des agents qui ont des compétences spécifiques qu'elles vont pouvoir transmettre à leurs collègues. Donc ces compétences sont découpées en fait, en tâches, et ces tâches, une fois acquises, permettent aux agents d'être certifiés sur ces tâches. Et ça, c'est important. Donc, on peut certifier des agents sur plein de tâches, autant de tâches que l'on souhaite, ou une seulement en fonction des besoins que la personne a, et d'acquérir en fait, des connaissances et des compétences. Et si au bout en fait, de ces formations certifiantes AFEST, on imagine la mise en place de VAE, avec une formation qui est pour le coup qualifiante, nous allons avoir au sein des structures des agents qui vont être formés alors qu'ils ne l'étaient pas lorsqu'ils sont rentrés. Et ça me semble important. Donc pour que ces formations AFEST aillent jusqu'au bout d'une VAE, le fil d'Ariane en fait, des tâches que l'on va séquencer
On va reprendre le référentiel du métier d'auxiliaire de vie, permettant ainsi à la VE d'avoir un vrai regard, en fait. Et il est vrai que nos structures accompagnées en la personne de Stéphane, ici présent, qui est un professionnel de l'IFD et qui a une réelle expertise en fait, sur de la formation, va être très prégnant et important en fait, pour à la fois les professionnels et les directions des structures. On a choisi d'illustrer avec Christelle par un exemple que vous trouverez peut-être simpliste, mais quand on sait ce que c'est que la formation en situation de travail, c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc voilà Christelle. Christelle, elle souhaite que Florian apprenne à faire un lit au carré avec Aurore, parce qu'elle aimerait bien que Florian puisse passer à terme son diplôme en VAE. Ça va? Vous me suivez? Donc, je vous présente Aurore. Aurore, elle a un bac pro. Alors, toute ressemblance avec des situations réelles serait pas du tout le hasard. Aurore, elle a un bac pro service aux personnes et aux territoires. Elle est agent du CIS depuis longtemps et elle est spécialiste de l'hygiène de l'environnement. Lors de son entretien d'évaluation avec Christelle, elle a évoqué cette expertise et même sa maîtrise reconnue du lit au carré, parce qu'il y a un bénéficiaire du CIS qui lui a dit « Eh bien, dis donc, on ne voit pas souvent des gens qui savent faire les lits au carré. » C'est ça, hein? Florian, il a un bac pro production horticole. Et il a été recruté suite à une réorientation de carrière dans le CIS il y a 3 ans. Donc, pour être au point dans ce domaine, Aurore, elle va identifier l'ensemble des compétences à acquérir. Donc, on parlait du référentiel tout à l'heure. Et elle va utiliser des situations de travail comme support d'apprentissage. Et surtout, pour chaque situation, elle va déterminer un moyen d'évaluer objectivement que Florian, il sait faire. Donc l'accompagnement, ça va être d'aider Aurore à mettre en face de chacune des compétences la situation de travail et le moyen objectif de l'évaluer. Par exemple, pour faire le lit au carré, ils vont d'abord faire un lit ensemble à l'EHPAD. Puis ensuite, Florian va faire un lit tout seul. Et puis ensuite, ils vont l'envoyer chez le colonel Peramal, ancien colonel de la Légion, pour faire le lit au carré. Et on verra avec le colonel Peramal si c'est bien fait ou pas. Et puis, après chaque essai, Aurore, elle va demander à Florian aussi, qu'est-ce que tu as réussi? Comment tu lui as réussi? Comment tu sais que tu as réussi? Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment? Donc cet aspect de je prends du recul sur ma pratique, c'est aussi un moment très important de cette formation en situation de travail. On ne fait pas que de la formation sur le tas, on y réfléchit aussi. Grâce aux observations sur les critères objectifs, Christelle, elle va pouvoir certifier que Florian sait faire un lit au carré. Et quand Florian aura appris à faire toutes ces tâches, effectivement, il pourra, s'il le souhaite, engager sa VAE. Voilà notre exemple. Pour compléter, cette démarche-là, donc, comme vous l'avez compris, c'est une démarche qu'on va lancer avec 2 structures volontaires, que sont donc le CIS des Landes d'Armagnac et le CIS de Cœur-Haute-Lande sur la partie aide à domicile. L'ambition de ce projet, il est en fait avec plusieurs éléments. Le premier, bien évidemment, de faire en sorte que les structures qui souhaitent s'engager dans ce projet puissent le faire en étant accompagnées. De pouvoir aussi collaborer de structures différentes qui vont peut-être aller sur des certifications ou en tout cas des formations un peu différentes en interne, mais qui au final vont pouvoir partager, construire ensemble cette dynamique-là. Et puis derrière aussi, et ça c'est notre travail, ça va être aussi de pouvoir capitaliser sur cette expérience, puisque chaque projet mené au sein des communautés sera un projet aussi partagé avec l'ensemble des communautés. Et ce qui se passe de manière particulière sur cette communauté-là, avec ce bilan et cette capitalisation, pourra complètement être décliné et organisé dans d'autres structures qui auront envie de se lancer dans la même dynamique. C'est aussi comme ça qu'on construit la démarche, c'est-à-dire dans un premier temps avoir des structures volontaires qui ont envie
de travailler, de traiter un projet en particulier, mais derrière ce projet doit pouvoir aussi servir à l'ensemble de la dynamique des entreprises et des structures du territoire landais. Cette présentation étant terminée, on va partir sur une autre action qui est menée pour le coup donc sur les territoires du pays de Villeneuve, du pays grenadiois et d'Aire-sur-Adour, et qui va là plutôt consister au partage et à la capitalisation d'expertise et de compétences que Brice, coordonnateur de l'association L'Escale, propose à l'ensemble des autres structures du territoire, et il va vous en dire plus. Merci. Ce qui était intéressant dans ces communautés AMA, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on a travaillé ensemble, il y a eu aussi, et c'est aussi grâce au travail de Sandrine, beaucoup d'informels et beaucoup de travail autour de la synergie. C'est ce qui a impulsé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, on le constate sur la protection de l'enfance, mais ça a été encore impulsé de manière encore plus intense avec les communautés AMA. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins sur tout un tas de domaines, et de manière très informelle, j'ai dit, pendant 10 ans, j'ai été formateur en addictologie, alors gestion du risque lié aux conduites addictives. Okay. C'est long. Formation, prévention, addicto, ça parlera peut-être plus à tous. Et dans nos métiers du social, que ce soit ou du médico-social ou du sanitaire, que ce soit les patients ou les bénéficiaires ou nos collaborateurs ou nous-mêmes, on peut être confronté à toutes ces questions de la gestion du risque addictif et en particulier des consommations. Alors, on est en plus dans un territoire festif, avec pour le coup des choses qui sont très très installées culturellement. Et donc au-delà de tout l'aspect culturel, on a voulu aussi travailler sur cette question-là autour de comment est-ce qu'on arrive à poser toutes ces questions d'addicto sans tabou au cœur du travail. On le sait tous en tant qu'employeur, en tant que chef de service responsable, l'addiction, les addictions, on n'a pas le temps de le traiter. C'est la réalité, on n'a pas le temps, mais il y a des problématiques. Et donc on s'est dit que, aussi parce que ça m'éclate de le faire et parce que j'ai plus l'occasion de le faire, j'ai dit à Sandrine, si vous voulez faire une formation, je serais ravi de l'animer. Et voilà, tout simplement. Donc ça me permet un peu de sortir à moi de mon quotidien. Et si à vous, ça peut vous apporter quelque chose, à vous et à vos équipes, on en sera tous ravis. Donc juste merci à la communauté AMA et à Sandrine de nous permettre tout ça. Et puis merci aussi sur tout le dispositif et sur toute cette journée, parce que sur des associations comme celle dans laquelle je travaille à l'Escale, où même si on est dans quelque chose de collectif, notamment avec le SDPE, on est quand même seul dans notre pratique, et c'est quand même extrêmement positif de savoir qu'à très court terme, on va avoir des outils qui nous permettent de travailler en collaboration avec tout le monde et d'avoir des futurs professionnels qui vont être bien formés. Donc merci à tous. Merci à tous. Merci à vous pour à la fois ces témoignages, ces retours d'expérience et les projets concrets qui sont nés des communautés AMA, et on ne doute pas que nous aurons plein d'autres projets qui monteront des communautés dans les semaines et dans les mois à venir. Alors je vais garder Sandrine Lassoureille et je vais vous demander, chers collègues, pour les trois d'entre vous de regagner la salle. On va, Paul Carrère l'a indiqué, l'une des actions engagées au titre de la feuille de route et soutenue par le conseil départemental, il y a l'enjeu de l'apprentissage. Et donc avec un certain nombre, avec un appel à projet du conseil départemental sur le fait de venir soutenir financièrement les employeurs des secteurs concernés sur la réduction du reste à charge que représente, malgré les aides qui peuvent exister par ailleurs, la réduction du reste à charge par rapport à l'apprenant. Et donc du coup on va pouvoir voir ce que ce zoom sur l'apprentissage représente aujourd'hui. On va commencer, je crois, par un témoignage l'un des apprentis qui a pu du coup embarquer dans l'une des structures membres de la feuille de route. Et pour venir en parler aux côtés de Sandrine Lassoureille, j'appelle Sandrine Haribo, Perrine Dumartin et Carla Bandiera. Est-ce que vous pourriez nous rejoindre? Ah, vous étiez. Parfait.
Et pendant que vous vous installez, on lance installez-vous, mesdames. Et donc, on va avoir un témoignage de l'un des apprentis qui a pu bénéficier de ce dispositif. Je crois que je suis né pour ça. Je me sens utile auprès des personnes en situation de difficulté. Et moi-même, j'étais en difficulté. J'étais accueilli par le conseil départemental des Landes. J'ai été aidé, donc il faut que moi j'aide aux autres, quoi. Il faut que je sois utile pour les autres. Le souci d'avoir des professionnels de qualité, de trouver donc des recrutements, pourvoir à nos recrutements, et de ce fait, par rapport au métier que compose notre personnel, s'engager très fortement dans la question de la formation. Et c'est dans cet intérêt d'ailleurs que nous avons répondu à un appel à projet mené par le département sur la question des évolutions de formation au niveau de l'apprentissage. Les collègues participent à des forums métiers. Et c'est souvent très intéressant d'essayer de capter des motivations de jeunes. Et en l'occurrence, là, on a eu un jeune très très motivé qui a su nous rencontrer et saisir l'opportunité d'un dispositif nouveau et pertinent à travers des contrats d'apprentissage. Un contrat qui dit contrat d'apprentissage dit formation de qualité, mais aussi préoccupation de certaines questions sociales et en tout cas de l'autonomie des jeunes à travers une rémunération. Donc nous avons été très très heureux d'accompagner un jeune qui a su d'ailleurs frapper à nos portes et on espère, s'il aboutit à sa formation, pouvoir lui proposer une insertion à travers un emploi. Je m'appelle Ziaolok, j'ai 23 ans et je viens du Bangladesh et je suis en apprentissage au sein du foyer Majorao. Et sinon, je suis lié avec le Greta Mont-Marsan. Moi, je suis tout seul en France et moi, j'ai besoin d'un soutien financier. Donc, cet apprentissage qui me soutient psychologiquement et dans mon lien social et financièrement tout, quoi. On va se promener ? Il y a une phase d'observation, donc il nous suivait pendant une semaine à peu près, où on lui montrait tous nos gestes et toute notre façon de faire et notre façon de travailler. Là maintenant il est autonome, donc il arrive à faire des toilettes et s'occuper des personnes toute la journée tout seul. On aime bien accueillir des stagiaires ou des apprentis qui nous permettent de nous repositionner en tant que professionnels et nous réévaluer. Et puis c'est une façon de faire connaître notre métier et notre savoir-faire. Donc nous sommes très heureux de participer à ce dispositif qui nous semble très adapté par rapport aux préoccupations de notre jeunesse et nos préoccupations de garantir une continuité dans les formations de ces métiers et pourvoir aussi aux besoins de personnel. Donc, merci aux équipes du foyer Majorao de nous avoir permis, puisqu'ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui, de pouvoir découvrir donc l'apprenti et puis le témoignage de sa tutrice et de la présidente de l'association sur cette expérience-là. Juste vous donner quelques éléments. Hein. Donc, l'appel à projet apprentissage aujourd'hui du département, c'est un dispositif donc, qui existe depuis septembre 2024, qui a été d'ailleurs prolongé. Les élus l'ont prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 maintenant. Et donc, cet appel à projet, en fait, permet aux structures de pouvoir demander un accompagnement financier et un soutien financier au recrutement d'apprentis dans les métiers repérés comme prioritaires au sein du champ social et médico-social. Dans ce contexte-là, au-delà du foyer Majorao, on a aussi un autre dossier d'apprentissage et donc une autre apprentie qui aujourd'hui est avec nous et qui va pouvoir témoigner de ce qu'est aujourd'hui être apprenti au pôle sensoriel des Landes dans une formation d'éducateur spécialisé, je ne dis pas de bêtises. Et donc je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu pourquoi l'apprentissage et puis voilà, comment les choses se sont déroulées au sein du pôle sensoriel.
Alors bonjour, donc, je m'appelle Carla Bandiera, j'ai 20 ans et je suis étudiante en éducateur spécialisé de première année à HR Formation à Ustaritz. Donc moi, c'est une formation que je souhaite faire depuis mon entrée au lycée, mais par contrainte personnelle, j'avais besoin d'un soutien financier. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un apprentissage. J'ai posé plusieurs candidatures sur tout le territoire landais, mais également du Pays Basque. Et j'ai eu la chance d'avoir ma candidature retenue au pôle sensoriel, qui aujourd'hui m'aide à pouvoir mettre en pratique mes apports théoriques que m'inculque mon centre de formation. J'ai la chance de pouvoir découvrir les deux services du pôle sensoriel, donc autant le service adulte que le service enfant. Et ça m'accompagne pour mes études en tant qu'éducatrice spécialisée. Je suis accompagnée pour mon apprentissage par Perrine, qui, dans un premier temps, je tournais avec elle pour des accompagnements en binôme. Et peu à peu, j'essaye d'être autonome dans l'accompagnement, que ce soit enfant ou adulte, déficient sensoriel, donc auditif ou visuel. Et voilà. Merci pour ce témoignage. Peut-être qu'on peut avoir justement en complément ou en regard et en écho le témoignage de la tutrice. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. J'ai accueilli Carla à partir du mois d'octobre 2024. L'accueil s'est bien passé, tout s'est fait tranquillement parce qu'en fait, dans notre service, on a différents services et en fait, au pôle sensoriel, c'est en CESAD et en SAMSA, donc c'est des services à domicile. C'est pas comme dans une institution où il y a l'internat sur place. Là, Carla a dû intégrer petit à petit les différents services, découvrir les différents professionnels et les différentes spécificités des différents professionnels pour comprendre le fonctionnement global du service et du pôle sensoriel. Et donc là, elle a pu commencer petit à petit à observer, à suivre les différents professionnels aussi bien au service adulte qu'au service enfant. Et ensuite, elle a pu rentrer dans des accompagnements réellement, faire partie d'ateliers éducatifs collectifs et également prendre en charge certains accompagnements avec moi. Elle a pu créer un jeu, un support éducatif elle-même et le mettre en place pour voir comment c'est perçu par les personnes et essentiellement par une enfant qu'on accompagne pour essayer de lui faire parler de sa surdité, de l'acceptation du coup de son handicap, parce que c'est des choses qu'on travaille essentiellement au pôle sensoriel. Et du coup, je suis ravie de l'avoir avec moi. Car quand Carla est là, on peut ensuite discuter. C'est 2 observations, donc ça permet de croiser les regards. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue d'une autre personne parce que souvent on est dans nos accompagnements, on passe d'un accompagnement à l'autre et on n'a pas forcément le temps de prendre... on ne prend pas forcément le temps d'analyse, alors que là, quand on est dans la voiture à 2, on peut en discuter, on peut voir ce que j'ai observé, ce qu'elle a observé, et ensuite, ça permet d'avoir une analyse plus fine de la situation et de pouvoir faire ensuite le retour à nos collègues, car on travaille en équipe et c'est aussi intéressant d'apporter nos observations à nos collègues pour aussi avoir... un accompagnement global en équipe au sein du SAMSA ou du CESAD. Donc si je comprends bien, vous accompagnez Carla, vous l'aidez à se former et puis à devenir éducateur spécialisé. Et ce que j'entends aussi, c'est que Carla vous apporte, c'est-à-dire qu'au-delà simplement d'être la personne accompagnée et formée, tutorée par vous-même, c'est aussi une professionnelle aujourd'hui en devenir et qui vous aide et qui vous accompagne dans votre métier au quotidien. Peut-être aussi dans la dynamique qu'elle amène aussi de son centre de formation et qui vous enrichit aussi au final en tant que professionnel. Oui, la personne du foyer Majoraou l'a très bien dit, ça permet de se remettre en question aussi, de
de prendre du recul sur nos pratiques, parce que du coup, certaines questions, des fois, sont des questions qu'on ne s'est même pas posées, donc c'est intéressant de prendre du recul par rapport à tout ça. Et ensuite, d'avoir l'apport nouveau de la formation actuelle, car les métiers évoluent, l'actualité évolue et les politiques publiques aussi. Donc c'est intéressant de se tenir informé de ce qui se passe actuellement. Et ça, Carla peut nous l'apporter au quotidien. Merci beaucoup. On va se tourner peut-être vers la directrice du pôle sensoriel. Pourquoi l'appel à projet apprentissage, même si on comprend un petit peu, mais qu'est-ce que vous en avez en tout cas retiré au travers du dossier, de ce qui est demandé, et puis pourquoi aujourd'hui en tout cas l'apprentissage aussi au sein du pôle sensoriel? Bonjour à tous. Comme on a pu du coup l'expliquer, c'est vrai que ce projet de répondre à cet appel à projet pour valoriser l'apprentissage, c'est venu de la rencontre d'une candidature fortement motivée de Carla et d'une volonté qui était très importante de l'ensemble de l'équipe du pôle sensoriel des Landes aussi, de pouvoir se projeter dans un accompagnement à l'apprentissage sur une durée suffisamment longue de 3 ans qui permet d'avoir aussi une tranquillité, du temps, découvrir aussi d'autres métiers qui ne sont pas forcément connus dans les autres établissements. Voilà, c'était ça, et sécuriser le parcours de Carla. Je crois qu'elle a bien expliqué aussi les aspects financiers. Voilà, et ça, c'était vraiment un plus. Et c'est vrai que l'ouverture de cet appel à projet avec notre rencontre a permis du coup, à un moment donné, de mélanger tous ces ingrédients et de venir. Ça a été une vraie solution pour pouvoir répondre à sa demande et à la demande de notre équipe. Après, ce que ça nous apporte, ça a été dit. Hein. En plus de ça, c'est également de valoriser l'expérience du tuteur d'apprentissage, valoriser le métier d'éducateur spécialisé qui n'est pas forcément celui qui actuellement au pôle sensoriel est le plus développé, de le faire évoluer sur la partie adulte parce qu'on a une partie SAMSA avec une majorité de personnes du coup qui ont plus de 50 voire de 60 ans, mais aussi des jeunes qui sortent du CESAD. Donc on a cette petite transition avec des questions d'insertion et d'inclusion sociale et professionnelle. Et du coup, cet apprentissage qui est à cheval, qu'on n'aurait pas pu faire que sur le CESAD, mais qui est à cheval grâce à ces financements sur les 2 services, vont nous permettre aussi de pouvoir approfondir et également d'essaimer un petit peu des pratiques. En 3 ans, Carla, elle va acquérir un certain nombre d'habiletés, de connaissances, de pratiques en lien avec la déficience sensorielle qu'on peut retrouver dans plein d'autres établissements. On espère bien qu'elle restera avec nous, mais peut-être qu'elle partira aussi dans d'autres établissements avec du coup des connaissances précises sur la surdité, sur la malvoyance, sur la cécité, comment elle accompagne, au moins comment elle la détecte. Et ça aussi, pour nous, au niveau du pôle et au niveau de l'association que je représente, IRSA, c'était aussi un point important pour nous. J'ai répondu ? Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'on peut les féliciter, les applaudir. Merci beaucoup. Moi, je peux poser une question. Madame Bandiera, combien de candidatures avez-vous adressées avant d'avoir la réponse positive de l'IRSA ? Pour être honnête, je pense qu'il y en a plus d'une vingtaine. J'ai pu questionner autant des établissements dans la protection de l'enfance. C'est vrai que le médico-social, ce n'est pas vraiment un domaine dans lequel j'avais des connaissances. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui cet apprentissage me permet de développer. Mais effectivement, il y a plus d'une vingtaine de candidatures auxquelles malheureusement j'ai eu des refus pour l'apprentissage. Bon, en indicateur de résultats sur l'Institut fédératif, le nombre de candidatures déposées, le nombre de réponses et le temps que ça prend sur trouver un stage, trouver un apprentissage. Oui, juste peut-être pour compléter. Non, juste pour compléter, j'insiste sur le fait qu'il n'y aurait pas eu cet appel à projet, cette réponse positive à l'appel à projet, parce que du coup, Carla est restée en suspens pendant quelques temps, le temps qu'on ait la réponse. En interne, ça a été tout un film avec des épisodes. Hein. On n'aurait jamais pu du coup se projeter sur 3 années avec les financements qu'on a, avec nos budgets de services sur les murs. Donc je voulais vraiment remercier pour toute l'équipe d'attractivité des métiers et le département pour cette aide. Merci à vous. On va vous libérer.
Et on va enchaîner. Merci beaucoup. Merci. Toujours de façon concrète et opérationnelle, et des coopérations et des actions concrètes qui viennent nourrir notre feuille de route et ce projet fédératif, on va maintenant mettre en valeur une coopération département France Travail, pas pour valoriser les institutions, mais pour voir comment, sur des actions très concrètes, là on a parlé de l'apprentissage, et là on va être sur des parcours d'insertion, sur la préqualification, sur comment on met le pied à l'étrier un certain nombre d'apprenants qu'il faut accompagner. Donc pour nous en parler, on accueille Séverine Duprat du département et Mélanie Bonhomme de France Travail dans les Landes qui vont pouvoir nous en parler. On peut les applaudir avant et après. Après, c'est pas sûr. Bon, on va voir. Bon, mesdames, dites-nous tout. Cette coopération concrète, opérationnelle entre France Travail et un certain nombre de partenaires de la feuille de route, dont le département, mais dans la salle, nous avons d'autres partenaires qui ont lancé aussi des dispositifs de pied à l'étrier, je les appelle comme ça. La GEL l'a fait, le centre de gestion, donc on a pu expérimenter l'année dernière un certain nombre. D'ailleurs, ça avait été présenté sur le lancement de ces démarches-là, et donc on est là plutôt sur la partie bilan. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette année-là et quelles sont les perspectives? Et certaines actions se poursuivent encore. Et certaines actions sont en cours. On vous écoute. Effectivement, effectivement, le partenariat entre France Travail, le département, et on l'a construit depuis à peu près 3 ans sur un enjeu commun, la valorisation des métiers de l'accompagnement et du soin. Et l'idée, c'était de mettre en commun nos expertises mutuelles pour pouvoir mieux répondre aux enjeux du territoire sur le domaine du soin et de l'accompagnement. Effectivement, les métiers du soin et de l'accompagnement sont aujourd'hui en première ligne des besoins identifiés sur le territoire, avec les métiers dans l'aide à domicile, l'accompagnement des personnes âgées, le soutien des personnes en situation de handicap et le soutien aux personnes les plus fragiles. Et pourtant, ce sont des secteurs qui sont en grande tension, avec des difficultés majeures de recrutement, de fidélisation et de valorisation. Et c'est pour ça qu'on a voulu, pour répondre à ce défi, justement, il nous avait paru essentiel de créer une alliance entre le secteur du social, de l'emploi et de la formation, avec toutes les forces présentes sur le territoire. Ouais, l'idée, c'était de ne pas travailler en silo et chacun de notre côté, en fait, et qu'on puisse partager ensemble nos diagnostics, nos réseaux et nos leviers d'action pour répondre de façon beaucoup plus globale à la situation du territoire. Et c'est pour ça que du coup le département, dans le cadre de l'attractivité des métiers de l'accompagnement, porte des actions bien ciblées sur ces métiers-là. Donc ça passe par la concertation des acteurs du secteur. Donc le département joue un rôle de coordonnateur en réunissant les établissements, les organismes de formation, les collectivités pour une meilleure connaissance des besoins et des dispositifs déjà disponibles, mais aussi des choses qui peuvent être développées, et aussi la promotion et la découverte de ces métiers. Donc le département peut soutenir la communication pour faire connaître les métiers du soin et de l'accompagnement auprès des publics éloignés de l'emploi, des jeunes, justement en accompagnant ce public sur des parcours un petit peu sécurisés vers de la formation, vers la découverte des métiers et vers de la mise en emploi. Et tout ce qu'on peut mettre en place, l'idée, c'est de proposer la meilleure orientation au public éloigné de l'emploi, au public en recherche d'emploi, sur des secteurs porteurs. De notre côté, France Travail était organisé depuis plus de 3 ans maintenant au niveau départemental sur une équipe chargée de structurer une réflexion sur le secteur du soin et de l'accompagnement en s'appuyant sur le diagnostic approfondi grâce aux données statistiques, mais également en interrogeant les salariés, les demandeurs d'emploi et les professionnels de l'accompagnement pour identifier les besoins et les leviers à mobiliser, sécuriser les entrées en formation dans le cadre du plan régional de formation notamment et du schéma sanitaire et social,
Et du coup, cette mobilisation du côté de France Travail a trouvé un écho dans la dynamique engagée par le conseil départemental dans le cadre de la lettre d'attractivité du département. Et nous sommes associés pour mutualiser en fait nos constats et construire ensemble et répondre ensemble aux besoins du territoire. Donc ça s'est traduit par des actions concrètes. Depuis 3 ans maintenant, on a mis en place un certain nombre de formations adaptées et concertées avec les structures du territoire pour bien identifier quel était le besoin en termes de formation du personnel. Donc on a mis en place des actions de formation préalables au recrutement, les AFPR pour ceux qui connaissent un peu, les POE, les préparations opérationnelles à l'emploi. On a travaillé du coup ensemble sur le sourcing, sur la formation PrEP-emploi pour les métiers d'aide à domicile et sur les formations aussi engagées par la GEI sur le métier d'agent de gérontologie. Sur les POI collectives, on travaille avec le CDG 40 depuis maintenant, alors je ne sais plus où il y a Nathalie, mais ça ne doit peut-être pas être loin. 2 ans. Hein? Depuis, voilà. Depuis, ah ben oui. Coucou. Donc depuis maintenant 2 ans. Ça fait de la 2e année qu'on travaille sur la formation des aides à domicile. Donc voilà, autant d'actions concrètes qui ont permis de recruter, mais on reviendra plus tard sur les résultats. Donc d'autres actions communes, c'est les immersions professionnelles pour faciliter pour les demandeurs d'emploi. Donc je sollicite très régulièrement nombreux d'entre vous pour prendre des personnes en stage, mais ça nous paraît essentiel, votre participation sur ces accueils de stage nous paraissent essentiels. Pour permettre aux personnes de connaître les métiers. C'est effectivement des métiers qui sont très peu connus ou qui peuvent engendrer des a priori, des représentations qui sont pour la plupart infondées. Donc la meilleure solution pour faire connaître ces métiers et les valoriser, c'est de permettre aux personnes d'aller découvrir concrètement comment ça se passe. Et que finalement, ça peut éventuellement leur convenir et du coup faire naître des vocations. Donc je vais continuer à vous solliciter pour accueillir les personnes en stage et je vous remercie aussi de toujours répondre présent et d'être souvent très réactif pour accueillir les personnes en stage. Ça se concrétise aussi par l'organisation d'événements qu'on met en place sur l'ensemble du territoire landais. Depuis 2 ans maintenant, on co-organise un certain nombre d'événements dans le cadre de la semaine du soin et de l'accompagnement qui nous permet, auquel on associe évidemment plus largement les partenaires, le centre de gestion, la GEI, l'hôpital, le CFPS, l'ensemble du réseau pour l'emploi. Effectivement. Et du coup, cette année, par exemple, nous avons mis en place 5 actions, des visites d'établissement, des sessions de recrutement, des tables rondes également, qui ont permis de faire découvrir les métiers du soin et de l'accompagnement et d'engager des parcours de formation ou d'immersion, on en parlait tout à l'heure, mais un certain nombre, on a reçu sur tous ces événements-là, il y a 15 jours, 33 personnes, et sur les 33 personnes, 5 vont suivre une formation et se sont engagées dans un parcours de formation, et 5 autres vont partir sur des immersions, dans un premier temps, et c'est des personnes qu'on va continuer à suivre parce qu'effectivement, dès qu'on vient sur des événements comme ça, l'idée c'est qu'on continue à suivre les personnes derrière pour s'assurer qu'effectivement on lâche rien et que le parcours d'entrée dans le secteur se fasse. Et qu'ils arrivent vers des emplois pérennes. Et qu'ils arrivent vers des emplois pérennes, effectivement. On a fait aussi des campagnes de valorisation sur les métiers. Alors, on a fait des actions plus spécifiques sur le public éloigné de l'emploi, en insertion. Donc, sur les bénéficiaires du RSA, on a fait des informations collectives à tous les bénéficiaires du RSA pour présenter ces métiers.
Et on leur a proposé ensuite, pour les personnes qui le souhaitaient bien sûr, de passer avec France Travail des MRS, qu'on appelle des MRS, c'est des méthodes de recrutement par simulation. Donc c'est une autre façon de recruter qui n'est pas basée sur des diplômes. L'idée de la méthode de recrutement par simulation, c'est de vraiment travailler sur les habiletés de la personne à exercer un emploi. Donc sur le métier d'aide à domicile, sur le métier d'ASH, sur différents métiers et tous secteurs d'activité confondus. Mais là, sur les métiers du soin et de l'accompagnement, c'est d'autant plus important de passer par ces outils-là qui permettent vraiment de détecter l'habileté de la personne à aller vers ces métiers-là. Ça ne fait pas tout. Par contre, c'est vraiment un plus dans les processus de recrutement. Et généralement, effectivement, quand on utilise cette méthode-là, qu'on utilise l'immersion et les dispositifs de formation tels que la POEI, on s'aperçoit qu'effectivement, les parcours, plus ils sont sécurisés, plus ils sont accompagnés, plus ils aboutissent à de l'emploi pérenne et à des salariés qui ne vont pas être sur du turnover permanent. Donc... Voilà, sur ces informations collectives-là, on a aussi présenté les différents contrats accompagnés, et notamment les contrats PEC, Parcours Emploi Compétences, qui permettent justement à ces personnes éloignées de l'emploi, et notamment bénéficiaires du RSA, de pouvoir aller sur ces métiers-là avec des financements apportés pour l'embauche. Donc tout ce partenariat, il nous a permis de croiser nos regards, moi, de côté des politiques sociales, et France Travail un petit peu plus sur le cadre de l'emploi. En termes de résultats, sur les 2 dernières années, on a formé plus d'une 50aine de personnes dans le cadre des dispositifs de formation. Plus de 70% des personnes qui ont été formées sont toujours en emploi aujourd'hui. L'idée, et la force qu'a été ces dispositifs-là, c'est l'alternance entre les périodes de formation et les périodes de stage en établissement qui ont permis quand même de développer les compétences des personnes, de travailler sur les savoir-être aussi. Les stages qui ont été faits systématiquement dans les établissements qui ont ensuite recruté les personnes. Donc ça sécurise un petit peu des deux côtés. On a eu toujours une logique de territoire, effectivement, en termes et d'organismes de formation, donc de former les personnes au plus près de chez elles, pour travailler au plus près de chez elles. C'était un petit peu la logique dans tous ces dispositifs-là. Donc des parcours qui sont sécurisés. Ce qu'on retient, c'est effectivement d'avoir des parcours peut-être un peu plus longs, puisqu'on a des personnes parfois qui sont plus éloignées de l'emploi, qui connaissent moins le secteur du soin et de l'accompagnement, et on a des parcours parfois qui peuvent être un peu plus longs, et donc les immersions nous permettent d'avoir ces parcours sécurisés, la méthode de recrutement par simulation également. Et des parcours plus longs aussi dus au fait des difficultés et des freins que peuvent avoir les personnes qu'on peut mettre sur ces dispositifs. Mais c'est vrai que j'ai l'exemple sur l'une des formations prépa emploi. Effectivement, il y avait une maman célibataire qui n'avait jamais travaillé depuis qu'elle était maman, donc il a fallu l'accompagner pour chercher tout simplement un mode de garde. Et après, on était beaucoup sur des personnes en reconversion professionnelle, des personnes qui avaient travaillé pendant des années dans des secteurs totalement différents comme la grande distribution, et qui du coup, par le biais de ces préparations à l'emploi, ont pu trouver leur voie. Et aussi d'autres exemples du côté des établissements qui ont pu recruter et du coup stabiliser un petit peu leurs équipes professionnelles. Et la suite, en conclusion, puisque ça, a priori, ça a plutôt marché. Ça a plutôt bien fonctionné. Ce qui est à valoriser et à mettre en avant, c'est vraiment ce partenariat et la manière dont on a eu de fonctionner ensemble depuis 2 ans. C'est devenu quelque chose de très fluide. D'ailleurs, on se voit tous les jours un peu. On se voit un peu. Donc précieux parce que ce partenariat est précieux parce qu'il nous rend collectivement beaucoup plus efficaces.
Il est utile parce qu'il produit des résultats visibles. On a formé des personnes, on a accompagné des structures dans les recrutements, on a sécurisé des parcours. Et il est inspirant parce qu'il montre que le décloisonnement de nos institutions en fait, est une vraie force et nous permet d'avancer ensemble là-dessus. Aujourd'hui, cette dynamique, elle ne fait que s'accentuer puisque grâce à la mise en place des comités locaux pour l'emploi, qui sont des leviers structurants sur chaque territoire et qui permettent d'associer l'ensemble des partenaires du réseau pour l'emploi et permettent d'élargir la coopération donc à différents partenaires et de copiloter des réponses plus globales et adapté à chaque territoire, puisqu'on a 3 comités locaux pour l'emploi qui sont mis en place dans le cadre de la loi plein emploi. Donc c'est la nouvelle organisation qui est proposée dans le cadre de cette nouvelle loi, et effectivement c'est un petit peu sectorisé. Et l'idée, ça a été de faire un diagnostic sur chaque territoire des difficultés des populations, de l'emploi et des situations. Et le diagnostic qu'on avait pu faire de façon bilatérale a été partagé par l'ensemble des partenaires, puisque dans chaque comité pour l'emploi, la question de la santé est venue en axe fort à mettre en place et à développer sur chaque territoire. Donc cette coopération qui fonctionne, eh bien aujourd'hui, maintenant, on va structurer et s'aimer avec d'autres partenaires pour travailler encore plus conjointement. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Je pense qu'on peut les applaudir pour avoir restitué pour le compte de tous ces actions-là avec des résultats tangibles à mettre aussi au panier du projet fédératif. Et puis on est ravis de voir que dans le cadre de la nouvelle gouvernance du comité départemental emploi et des CLE, ces filières, ces métiers-là et la méthodologie qui a pu être mise en œuvre par les différents partenaires qui ont été cités, ça fasse école et que ça puisse nourrir des belles trajectoires d'insertion, de professionnalisation et d'emploi. On vous laisse rejoindre la salle. Juste, donc là, on a vu public en insertion. Avant, on avait vu apprentissage. Parmi les partenaires à citer, qui est comme essentiellement important dans les parcours de formation des apprenants, on a peut-être insuffisamment cité les CFA. C'est dans le petit reportage qu'on avait de l'apprenant AES à Majorahou. Eh bien, on a un partenaire CFA qui est le Greta, qui est l'un des acteurs essentiels de la réussite, en tout cas on l'espère, de ce jeune professionnel. Donc je tenais aussi à souligner l'importance et l'application des CFA qui interviennent dans le territoire. Alors on arrive quasiment au bout de notre après-midi et ça a été dit d'entrée par nos élus. Le projet fédératif de l'Institut landais de travail social, il s'est préoccupé du fond et il va continuer à se préoccuper du fond. Mais il y a 2 autres points sur lesquels nous allons travailler, c'est sa gouvernance et puis son incarnation physique dans les Landes. Et cette question de la gouvernance, elle a été dialoguée dans le cadre des 3 séminaires. Les partenaires présents, ce n'est pas une question simple, la gouvernance, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu commencer par cela. Eh bien, on va entendre parler de la façon dont les partenaires de cet institut fédératif voient les enjeux liés à la gouvernance. Et pour nous en parler, je vais rappeler Stéphane Vincent. Il est là. Et puis, je vais appeler Madame la vice-présidente de l'ADEPE UE40, Madame Anne Giusti. Merci d'être parmi nous et d'accepter de partager et de restituer les travaux sur la gouvernance qui ont été menés lors de ces 3 séminaires. Stéphane, je te laisse officier, puisque tu parlais d'un colonel tout à l'heure. Merci. Pour mémoire, le premier séminaire en septembre, on avait essayé tous ensemble de se dire que c'était quoi le futur désirable. Plutôt que de parler des freins, on a essayé de rêver ensemble. Le groupe de travail en décembre, on s'était attaché aux facteurs clés de réussite. Et donc en mars, on a parlé du plan d'action. Et donc là, je me retrouve avec Anne pour parler de celui qu'on a fait en janvier sur la gouvernance, comme tu viens de le rappeler, Saïd. Donc avant qu'on détaille ce qu'on a fait à ce séminaire, j'aurais juste voulu, Anne, toi qui as participé à plusieurs séminaires, que tu puisses témoigner de ta participation déjà. Alors oui, j'étais là et très attentive. C'est important pour moi car le travail collectif me parle et fait écho à mon engagement pour au final avoir un accompagnement de qualité landais et de former des professionnels. Je suis maman de 2 garçons porteurs de handicap, d'une maladie génétique rare, avec TSA.
Et très vite, j'ai été confrontée à des difficultés de comportement que je ne comprenais pas. Et donc, j'ai recherché à me former, à me renseigner sur ce qu'était cette pathologie. C'est comme ça que j'ai croisé le chemin de professionnels qui proposaient des approches éducatives. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidée. Et donc, mon engagement à l'ADAPI, au départ, c'était ma première motivation, c'était ça, la formation, parce que je trouvais que l'approche qu'on avait avec les personnes porteuses de TSA n'était pas la bonne. Et l'HAS, à moi toute seule, je n'aurais pas pu changer le cours de l'histoire, mais l'HAS, cette année-là, est venue à mon secours et a donné a proposé des recommandations. Voilà, merci. Donc, tu sais que tu es à la fois administratrice, professionnelle, et que les solutions, elles viennent à plusieurs. Donc, sur ce séminaire, on a travaillé sur la gouvernance et on s'est dit qui doit être partie prenante de cette gouvernance. On a identifié un certain nombre de parties prenantes. On s'est dit que dans notre gouvernance, il fallait que les apprenants soient acteurs aussi. On s'est dit que les familles et les bénéficiaires devaient être aussi actrices et acteurs. Tout à fait. Les institutions qui sont présentes ici, les organismes de formation, a fortiori, puisqu'on va parler de formation, et puis les employeurs. Ça, ce sont les parties prenantes qui ont été identifiées. Et on leur a posé la question suivante. Vous allez être partie prenante dans la gouvernance de l'IFLTS. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous devez et qu'est-ce que vous pouvez apporter? Les verbes vouloir, devoir et pouvoir étaient très importants. Et donc chaque partie prenante a pu énoncer finalement ses engagements. Donc les apprenants, ils ont dit qu'ils voulaient et qu'ils pouvaient s'engager pour les métiers sur le territoire comme ambassadeurs, mais aussi comme acteurs de l'IFLTS. On parlait tout à l'heure des fois la difficulté d'avoir les codes des jeunes générations. Eh bien, peut-être que nos apprenants actuels peuvent être aussi des très bons relais pour parler à leur père, le père PAIRS. Les familles et les bénéficiaires que tu représentes, elles veulent et elles peuvent s'engager comme des appuis pour les stagiaires et des co-auteurs de la formation. Donc, comme tu l'as dit, des fois, les personnes concernées, les parents, se sont formés par obligation et ont peut-être des choses à dire. Et puis, on a découvert aussi que les familles nous disaient, mais nous, on est sur le territoire, on est des relais. Peut-être que pour les freins au logement, on peut avoir quelque chose à proposer. Les institutions, elles veulent et elles peuvent faciliter la coordination systémique des formations pour le territoire. Le mot systémique est important. Ce n'est pas qu'une question de finances. Ça va être une question, on en parlait, de mobilité. S'il y a des parcs de véhicules qui sont disponibles, ils seront peut-être sollicités. Les organismes de formation, ils veulent permettre une coordination cohérente des pratiques pour réguler la concurrence. Le mot a été prononcé parce qu'effectivement, dans les premiers tours de roue de cet institut fédératif, une des réticences qu'avaient certains organismes de formation, c'était la peur de se faire prendre une partie de leur activité. Je l'ai dit, c'est correct hein? On a compris. Tout. Voilà, et donc une coordination collective, ça permet de se prémunir de ça. Et puis les employeurs, ils veulent et ils doivent s'engager pour apporter des appuis. Les employeurs, ils ont témoigné du fait qu'ils sont à la fois demandeurs, mais qu'il faut aussi peut-être, on parle de l'apprentissage, s'il y a des programmes qui doivent se développer pour développer l'apprentissage, peut-être qu'il y a des employeurs, il faut qu'ils s'engagent à prendre des apprentis. C'est paraît bête de le dire comme ça, mais les employeurs ont dit, mais engageons-nous, écrivons. Pendant ce séminaire, la gouvernance aussi a
à identifier des axes qui ont servi finalement à faire les objectifs dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous retrouvez l'accompagnement des stagiaires, des nouveaux employés, c'est des choses dont on a déjà parlé, la réponse territoriale, une expérience améliorée pour les bénéficiaires et leurs familles, ce qu'on l'a peut-être pas assez dit, mais effectivement l'Observatoire doit se donner des objectifs et des indicateurs de réussite qui soient aussi du côté des usagers et des bénéficiaires. Et puis c'est l'Observatoire. Donc pour finir, Anne, moi je voudrais te demander, finalement, tu as le mot de la fin, presque le mot de la fin. Dans cette démarche collaborative, qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors, mais j'espère vraiment que ce projet construit avec l'ensemble des parties prenantes landaises permettra de former dans les Landes de nombreux professionnels pour accompagner les personnes qui en ont besoin et que chacun puisse facilement trouver sa place. Les professionnels, les formateurs, les étudiants, les alternants, les personnes accompagnées, les familles et les aidants. Excusez-moi, je suis très émue, donc j'ai du mal à parler. J'espère que ce projet va aboutir, je n'en doute pas, vu la passion que vous y mettez. Et je voudrais, puisque j'ai le micro, remercier tous les professionnels présents et à venir pour leur accompagnement de qualité auprès de nos fils et de nos filles qui en ont besoin. Merci à tous. Et l'engagement de l'association sera maintenu et vrai. Voilà. Et toi, tu viendras sur le terrain pour former des professionnels ? Oui, peut-être. Non. J'aime bien être dans mon petit coin. Mais tu as une sorte d'expertise quand même. Oui, mais bon, je suis discrète. Mais je viendrai te chercher pour ça. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux. On vous laisse regagner la salle. Merci beaucoup, madame. On vous laisse le mot de la non-fin. Paul et Marie-Laure, on s'était engagé de finir à 16h. On finira à 16h pile, ce qui nous laissera le petit temps de la discussion informelle pour celles et ceux qui pourront rester un peu. Merci. Celui-là, il marche ? Je ne vais même pas m'asseoir, on va faire vite. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai commencé en disant que moi, ce qui m'amenait ici tous les ans et ce qui me plaisait, c'était le défi, l'attractivité, le sens qu'on donnait à ces journées et à ces rendez-vous. Et avec ce que je viens d'entendre, je crois qu'on a en partie résolu l'un des défis de l'attractivité des métiers, c'est le sens de ces métiers. Et je crois que c'est Madame Justy, excusez-moi si j'écorche vos propos, mais votre engagement dans ce projet, il en dit assez long sur l'intérêt de cette démarche. Moi, je suis par ailleurs ravie et merci à l'ensemble des intervenants et tous ceux qui ont travaillé toute l'année, parce que je trouve qu'on a franchi un très grand pas depuis l'année dernière. On commence j'espère, à la sortie de cette réunion, à mieux mesurer la spécificité de cet institut landais, fédératif et... il y avait un autre mot tout à l'heure, je l'ai oublié. Facilitateur. Voilà, vous avez compris, c'est pas de la concurrence à la formation qui existe, c'est pas de la substitution, c'est pas tellement en soi une offre de formation, c'est bien cette idée de rassembler nos énergies sur ces sujets. Comptez sur nous. J'ai senti Renaud Lagrave très intéressé par ce médico-social club là tout à l'heure. Donc je sais pas, je crois qu'il va trouver des sous. Voilà, bravo pour ce boulot. J'espère qu'on se retrouve l'année prochaine. Il y a un autre message, moi j'aime bien les poser aussi les messages. Il en a été question, mais souvent les places en formation initiale qu'on finance à la région, elles sont remplies. C'est moins vrai avec la formation continue et les autres formations. Allez-y, foncez, le message est passé aussi. C'est dommage quand on a un petit peu de possibilités en plus quand le département vient accompagner, et le témoignage qui a été apporté sur ces parcours et la richesse de ces parcours pour les apprenants et pour les étudiants, en plus, en dit long sur l'intérêt de ces dispositifs. Voilà, c'est tout. Bravo et à l'année prochaine. On parlera de mobilité l'année prochaine ? Oui, on va parler mobilité peut-être l'année prochaine. Écoute, m'associer à tes remerciements, Marie-Laure. Vous féliciter pour l'engagement, pour les partenariats qui naissent, pour les portages vraiment partagés dans un schéma, je dirais, souple et intelligent. Parce qu'effectivement, on a besoin de souplesse. Il y a eu des exemples concrets. Moi, j'étais très heureux de voir le partenariat souple, concret, sur mesure, travailler
avec les services de France Travail et le département qui nous permettent d'irradier un petit peu tous les aspects que l'on souhaite travailler sur cette opération attractivité. Moi, si je dois retenir une chose, c'est effectivement que c'est lancé, que c'est engagé, que les élus, les partenaires sont au rendez-vous. Donc, il faut qu'on continue effectivement d'arrache-pied pour vraiment pouvoir mesurer les indicateurs de performance. Je retiens ça aussi, ça a été dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, faire dans tout est beau, tout va bien, je pense qu'il est important aussi de pouvoir calibrer, mesurer les indicateurs de performance, parce qu'on nous attendra inévitablement un jour ou l'autre au tournant, dans la mesure où il y a de l'argent public qui est apporté sur la table. Puis dernière chose, je l'ai dit en conclusion, j'ai parlé du rapport protection de l'enfance. Moi, j'aimerais que ça puisse être aussi un vrai virage dans le cadre de l'accompagnement politique et budgétaire qu'on essaie de porter au département. 6 millions de plus sur le budget 2025, sur le volet protection de l'enfance. J'aimerais qu'on puisse vraiment réfléchir, engager là aussi de véritables expériences qui pourront mettre vraiment un plus sur l'ensemble des accompagnants, des assos, des établissements qui structurent la protection de l'enfance dans ce département, et montrer un petit peu l'exemple pour montrer que, y compris en milieu rural, quand on réfléchit ensemble, sans avoir des centaines de millions d'euros, on peut optimiser tout ce que l'on met sur la table et tous les moyens que l'on met à disposition. Donc moi, je vous remercie sincèrement. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur les différents ateliers. Et comme il a été modérateur tout l'après-midi, je remercie aussi Saïd qui impulse pas mal de choses et qui connecte ce réseau de professionnels, d'acteurs, de familles, de bénévoles qui contribuent à la réussite de ce qu'on est en train de porter ensemble dans les Landes. Merci beaucoup et à très vite.